merci à chacun et à chacune de vous qui avez pris soin de votre temps pour répondre à l'appel qui a été lancé par le comité d'organisation de la tournée internationale du livre Agir pour la Guinée, dont je suis l'auteur. Nous sommes très reconnaissants par rapport à cette disponibilité que vous avez manifestée et de l'intérêt que vous avez manifesté pour cet ouvrage qui vient pour contribuer au développement de notre pays à travers une réflexion multisectorielle, c'est-à-dire qui concerne plusieurs dimensions de la vie politique, économique et sociale de la Guinée, qui est portée par un citoyen guinéen d'abord, que je suis, un acteur politique engagé, que je suis, et également un professeur d'université qui partage chaque matin sa modeste connaissance pour contribuer dans le sens de l'éducation des jeunes de Guinée, parce que tout le monde est conscient que l'avenir d'un pays se bâtit sur son éducation. Donc, c'est humblement à travers une triple casquette que je me suis investi dans ce projet. Derrière un projet de livre, il y a toujours une histoire. Qu'est-ce qui m'a motivé? Quel intérêt j'ai trouvé à le faire? Quelles sont mes attentes? Entre autres, ce sont des questions que l'on se pose lorsqu'on s'engage dans un projet de rédaction. Tout d'abord, je rendrai toujours hommage à tous ceux qui m'ont conseillé dans le sens de le faire. Ils sont nombreux, ils sont connus, ils sont anonymes, ils se reconnaîtront. Et ce livre, il est venu à un moment où j'ai estimé qu'il était très important de contribuer à travers des idées partagées à réhabiliter la pratique politique dans notre pays en partageant ce que nous avons d'essentiel. Chaque Guinéen, je crois, aime la Guinée à sa façon. Il n'y a pas de comparaison possible parce que personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. Et dès lors que c'est un pays qui nous appartient tous, il est de notre devoir et de notre responsabilité à contribuer à rendre la société meilleure. Depuis tout petit, j'ai fait de la lecture une passion à travers mes grands frères qui m'ont initié. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que par la lecture, on voyage, on découvre des choses, on s'humanise davantage. Et le lecteur ou l'écrivain n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites. Donc, c'est un citoyen du monde qui partage ce qu'il a, afin que ça puisse contribuer à faire rayonner l'humanité. Alors, ce livre, il est essentiellement reparti en 3 grandes parties, puisque je ne vais pas donner assez de détails sur son contenu, parce que je voudrais bien vous encourager à l'acquérir et à le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et ceux qui l'ont, ce serait une occasion à travers la deuxième partie de l'exposé, de faire un échange interactif afin de répondre éventuellement à des questions, puisque beaucoup de problématiques sont traitées. Mais essentiellement, il est reparti en 3 grandes parties. La première partie parle de la pratique politique en Guinée entre idéal de moralité et réalité de perversion. Déjà, l'expression elle-même est contradictoire parce que d'une part on parle de moralité, d'autre part on parle de perversion dans le même passage. J'ai exprimé dans ce passage la réalité politique guinéenne telle qu'elle est, et je suis allé plus loin pour la présenter telle qu'elle devrait être. Donc, c'est un diagnostic d'une part et des perspectives dégagées d'autre part. Très souvent, en Guinée, la pratique politique rime avec des choses qui ne sont pas belles à voir, des choses qui ne sont pas souhaitables pour soi, de sorte que la politique a été éloignée ou des personnes ont décidé de s'éloigner de la pratique politique en Guinée sous prétexte que ce n'est pas une bonne chose, parce que la politique est définie comme étant l'art de mentir, l'art de tuer, l'art de tricher. On pense que les meilleurs
politiciens dans notre pays qu'on appelle les animaux politiques sont ceux qui sont les plus cyniques, ceux qui sont les moins émotifs, ceux qui sont les moins humains. Et lorsque ceux-ci accèdent par des manœuvres dilatoires à des responsabilités, ils ont toujours tendance à faire des choses que les gens justifient. On va même jusqu'à penser qu'un chef doit tuer, qu'un chef doit être méchant pour qu'il ait de l'influence, pour que les gens le craignent, qu'on doit être craint. Alors, cette mentalité a été développée dans notre pays, a été pratiquée d'ailleurs depuis l'aube des temps, on peut dire avant même l'indépendance de la Guinée que ça a commencé. Et par la suite, le premier régime, le second régime et tous ceux qui sont là aujourd'hui, la gouvernance politique dans notre pays est très assimilée à la violence, elle est très assimilée au cynisme, à la méchanceté, de sorte que jusqu'à présent notre pays se cherche. Alors partant de cela, on ne peut pas faire le bilan de plus de 60 ans d'indépendance et avoir toujours un pays qui manque de beaucoup de choses qui sont des choses essentielles et se dire que la formule qui a été utilisée a été la bonne. C'est comme si on emprunte un chemin qui vous mène à une mauvaise destination et lorsque vous y arrivez, vous pensez que vous avez emprunté le bon chemin. C'est par la destination que vous vous rendrez compte que si vous êtes perdu ou pas. Donc, à l'heure du bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, de quelle façon on fait la politique, comment le pays il est gouverné en termes structurels, en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, puisque la gouvernance ne concerne pas simplement que ceux qui ont des postes, elle concerne aussi que ceux qui sont, alimentent l'appareil d'État à travers leur contribution fiscale, comment le citoyen guinéen perçoit son administration, comment il perçoit ses dirigeants, de quelle façon il se positionne par rapport à l'action publique. Ce sont des éléments qui m'ont amené à évaluer la perversion de la pratique de la gouvernance et d'autre part à explorer des pistes à travers lesquelles la vertu devait être ramenée au cœur de la pratique politique. Parce que la conséquence dont j'ai mentionné dans le livre, c'est de dire, puisque c'est comme ça, et chacun de vous peut le remarquer autour de soi, en Guinée, dès que quelqu'un a fait de bonnes études, dès qu'il a une bonne qualification, il a un bon emploi, il s'éloigne systématiquement des questions publiques, des questions de gouvernance. Dès que tu commences à en parler, on te dit non, tu sais, toi, tu as tout à perdre, tu as un bon travail, tu te plains de quoi? Pourquoi tu ne vas pas laisser les choses là? La politique c'est mauvais et tout ça. Bon, après, qu'est-ce qui se passe? Le plus intelligent à l'école qui a eu tout ça, il a un bon boulot. Il y a des choses qu'il peut faire pour lui-même, il y a des choses qu'il ne peut jamais faire pour lui-même. Alors il travaille, il rentre chez lui. Les routes ne sont pas bonnes, il est en insécurité, l'image du pays est tout le temps ternie, il y a tous ces problèmes qui se posent et qui l'affectent. Alors, le dernier à l'école qui n'a jamais trouvé de sérieux, quelque chose de sérieux à faire, et puisque lui aussi il doit vivre, il appartient au pays, lui il décide d'aller occuper la place libre que l'intelligent a laissée. Lui il devient politique. C'est lui qui bavarde dans le quartier, c'est lui qui bavarde dans la commune, c'est lui qui est dans toutes les cérémonies, c'est lui qui est disponible pour les gens. Dès qu'on dit élection, lui il se présente parce qu'il est intéressé. Le plus intelligent c'est bunkérisé déjà dans sa maison, il n'est en contact avec personne. Il choisit même, il dit même à ses enfants, ne jouez pas avec les enfants du quartier. Ceux-là, ce sont des voyous, leurs parents ne sont pas comme ceci. Ils s'excluent de la société. Alors, quand des élections arrivent, que c'est lui qui n'a pas de mérite, qui n'a pas eu un bon parcours, mais qui est disponible, qui est avec tout le monde, qui est tous les jours à leur côté, qui écoute leurs problèmes, et lui, il devient le maire de la localité, ou devient député, et peut-être à la limite, il devient président de la République. Et c'est lui qui commande, en fait, c'est lui qui est plus intelligent, mais prétentieux, qui n'est jamais disponible, qui est resté à la maison. Alors, chaque fois qu'il allume sa télévision, il voit son ami qui foutait rien, qui n'est jamais sérieux et qui est devenu député, c'est lui qui décide de son avenir, lui il est resté à la maison. Et il commence à dire, mais ce pays est foutu. C'est lui aussi qui est devenu président, c'est lui qui est devenu maire. Mais on a tous eu la même attitude de notre président. Chaque fois on regarde, on dit, mais lui, il ne mérite rien. Mais en fait, ce n'est pas la bonne question que tu te poses. Pourquoi lui, il est là et toi, tu n'es pas là, étant donné que le pays vous appartient tous? En fait, ce sont des choses concrètes
comme cela qui nous ont amenés, par naïveté, à se dire « je ne m'intéresse pas à la chose publique, ce qui m'intéresse, dès que j'ai un bon salaire, mes enfants vont dans des bonnes écoles, moi je peux voyager ». Finalement, on est confortable que lorsqu'on quitte la Guinée. À l'intérieur du pays, on se barricade, on a même peur de son entourage, on a peur de son quartier, on a peur de sa commune, on a peur de ses parents. Et finalement, par acquis de conscience, les gens vous isolent et vous aussi, vous vous isolez. Alors finalement, on se dit quoi? La politique, la pratique politique, c'est le récipient. C'est le récipient qui contient tout le reste. Posons-nous des questions. Comment se fait-il qu'en Guinée, dès que quelqu'un est bien dans une entreprise privée, ou quelqu'un est bien au niveau de la diaspora, ou quelqu'un est bien dans quel que soit son domaine, dès qu'il se retrouve dans l'appareil d'État, il se pervertit. Beaucoup d'entre nous sont déçus de beaucoup de personnes. On dit, mais attends, c'est lui qui fait ça. De sorte que c'est devenu même difficile pour ceux qui font de la politique. On dit, ah ouais, les autres, on a vu ce qu'ils ont fait. Mais en fait, le problème, j'ai travaillé à l'identifier sans avoir la prétention de dire que c'est la bonne formule, et c'est exactement ça. Mais le travail de réflexion que j'ai mené dans le livre touche ces éléments-là pour me questionner. Comment se fait-il que tous les bons Guinéens ne sont bons que jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'appareil d'État? Ils oublient les valeurs qu'ils défendaient hier. Ils oublient les principes pour lesquels ils se battaient. Les autres ne comptent plus pour eux. Ce qui compte pour eux, ce sont les petits avantages. Moi, je ne veux pas me limiter qu'à dénoncer ça. Je me pose ces questions pour savoir comment se fait-il que ça soit ainsi. Parce que, fondamentalement, il faut se dire que la réussite et l'échec dépendent aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Si les États-Unis sont célébrés comme étant la première puissance du monde où il y a une égalité de chances, c'est parce qu'il y a un environnement qui a été créé pour que le talent puisse être valorisé, respecté, pour qu'on leur dise si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont porté une vision, qui ont défendu des principes, et très souvent au prix de leur vie, pour que nous soyons là. Mais qu'est-ce que nous faisons de similaire? Je ne dis pas forcément que c'est la bonne formule, ou c'est la formule parfaite, ou c'est la recette parfaite. Mais il se trouve que chez nous, les bonnes personnes ne sont pas à la place où elles devraient être. En résumé, c'est cela, cette première partie. Comment impliquer le maximum de personnes possibles dans la gestion de la chose publique. J'en ai évoqué, par exemple, pour moi, il faut trouver un moyen de créer un pont, et un pont solide, entre la gestion publique et le milieu universitaire. Quand je vois quelqu'un comme professeur Camara qui est à notre côté, qui a son parcours élogieux dans les institutions universitaires aux États-Unis, je ne sais pas, mais est-ce qu'il a un canal par lequel il peut parler aux autorités de son pays? Peut-être lorsqu'il écrit à 2 ou 3 personnes qui peuvent lire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système qui fait amener les personnes ressources auprès des dirigeants et de façon régulière? Par exemple, une assemblée nationale, où vous avez un plaidoyer mensuel, où vous pouvez trouver, en termes de profil, des personnes de qualité qui peuvent partager leurs idées avec les institutions et que ces idées soient consignées, traduites en loi et que cela puisse servir le pays. En Guinée, c'est le système de celui qui gagne prend tout et celui qui perd n'a rien. Lorsqu'on gouverne, on se conquérise, on est les plus bénis, on est le descendant de Dieu, on oublie même qu'on est humain. Tous les autres là ne sont plus intelligents, tous les autres ne comptent plus. En Guinée, dès qu'on a un poste, les autres, ça ne sert plus à rien. Tu commences même à douter si tes propres parents sont intelligents. C'est eux pourtant qui t'ont mis au monde. Parce qu'à tu prends tellement de la prétention que pour toi tu es tout. Même tu peux défier Dieu, tu peux même décider du sort des autres. Il faut casser cette prétention, casser cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que des hommes de valeur descendent dans l'arène. On ne peut pas se mettre d'accord que le caniveau est sale et qu'on décide de le nettoyer avec des mains propres. Il faut qu'on se salisse un peu les mains pour que ça soit propre là-dedans. Mais si on ne veut rien faire, on ne veut pas toucher. Ah, la politique c'est sale. Ah, nous sommes en politique. N'amenez même pas une affiche politique dans notre plateforme. Je ne veux pas entendre parler. Ok. Ça veut dire, je laisse le soin à n'importe quel idiot de la rue pour décider de mon avenir et celui de mes enfants.
Moi, en attendant, je suis tellement intelligent que je ne peux même pas décider de l'avenir de mon pays. Il faut que ça crée un déclic, parce que dans notre pays, on a besoin d'une certaine masse critique. Lorsque le plus grand nombre va comprendre, je crois que le rapport de force va changer de sens. Mais tant que le plus grand nombre ne comprend pas, une petite minorité a compris mais décide de délaisser, de ne pas jouer son rôle, de ne pas assumer ses responsabilités, forcément, le système de manipulation va continuer et le pays ne s'en sortira pas, de génération en génération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On fait croire aux jeunes, et c'est la réalité, qu'ils n'ont plus d'avenir dans le pays. Chaque jour, c'est des vagues et des vagues de jeunes Guinéens qui quittent le territoire, qu'ils trouvent un chemin, soit venir par la route ici, tenter l'aventure en Europe, aller partout. C'est ce que nous avons fait depuis l'indépendance, c'est ce que nous avons fait. Ça ne fait que sortir. Et ceux qui sortent, combien reviennent? Ceux qui restent, quelle est leur capacité à changer les choses? Finalement, ça profite à qui à la fin? Ça profite aux mêmes. Les mêmes qui sont là, qui placent leurs cousins, qui placent leurs fils, qui placent leurs petits frères, etc. etc. L'administration reste là parce qu'il n'y a personne qui est là pour contester ça, pour défier ça. Ouvrez les frontières, ils vont sortir, ils vont partir. Tant qu'ils sont là-bas, nous, ça ne nous dérange pas, parce que nous continuerons de faire, il n'y a personne qui va conscientiser. Donc, la première partie de l'île, je me suis beaucoup élargi, mais je vous invite surtout à lire les différents aspects que j'ai développés là-dedans. En réalité, c'est une contribution pour créer un déclic afin que les gens prennent conscience. Non seulement ça se joue là-bas, mais également ça se joue dans la sphère de la gouvernance, donc dans la pratique politique. La deuxième partie, sur laquelle je serai bref, parle des enjeux contemporains et des défis du futur. Il y a une dimension que j'ai beaucoup traitée dans cette partie et qui me tient à cœur. La question mémorielle. La plupart d'entre vous sont mes aînés, donc je n'aurai pas la prétention de vous apprendre l'histoire de mon pays. Mais selon ma compréhension des choses avec le temps, avec la maturité, je me suis posé des questions sur ce qu'on m'a enseigné dans les manuels scolaires anglais. Quand je fais face à certains de mes compatriotes à Conakry, à Labé, à Kankan et autres, et tout de suite ce qui leur vient en tête, c'est que je suis un diaspora, ça me frustre. Mais si on a cette collaboration entre nous de la diaspora ici, et vous, nos frères et sœurs et collègues qui évoluent en Guinée, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Parce que nous pouvons apprendre beaucoup de vous, vous pouvez apprendre beaucoup de nous, et ensemble, nous allons construire la Guinée que nous voulons construire. Parce que c'est ce que nous tous, nous voulons. Nous voulons que nos enfants, nos grands-enfants, je me rappelle quand je recherchais un de mes livres, j'ai interviewé d'anciens dignitaires du régime de Sékou Touré, d'anciens prisonniers politiques, d'anciens exilés du temps de Sékou Touré. Et il y a 3 d'entre eux qui m'ont pratiquement répété la même chose. Si nous ne faisons pas de sorte que nos enfants et nos grands-enfants seront fiers de l'héritage que nous leur avons laissé, ils vont cracher et danser sur nos tombes. Being an intellectual, right, is one thing. You can have great ideas. You can be a great philosopher, right? And you can have all these awesome ideas. But there's a difference between having great ideas and thoughts and actually being able to build and lead others, right? So for example, the best way to look at it here in the US, if you're trying to hire someone for a job, so the number one you ask them is, what is your resume, right? What skills do you have in your resume and in your experience that make you believe you will be capable of doing this job that you are applying for? So, well, there is no system in Africa, okay? But you have vision and goals. So what makes you think, how can you change that
you know, like how Africa goes by, like Elba said, there's no democracy. Everything in life is a process, right? So how would you change the system? Reform or change the system? Mr. Aliuba, I have a question for you, right? I'm motivated by you. Of course you know that. We had a meeting yesterday, we spoke about everything. And if you are the president for the Republic of Guinea right now, what is your first 5 major things you would do to change Guinea? Battons-nous pour que dans notre pays, que les gens aient la possibilité de choisir. Ça, c'est le véritable combat qu'il faut mener. Maintenant, lors de la campagne, chacun va exposer ses arguments. Toi, tu as fait ceci, toi, tu n'as pas fait cela. C'est ça la démocratie. Mais on ne viendra pas couper la tête des gens parce qu'on pense que tel a fait, parce qu'on aurait dit, parce qu'on penserait, parce que. C'est ça le problème. Et quelquefois, chez nous, avec les jeunes militaires qui font irruption, qui ont servi le système qu'ils ont renversé, tout de suite, c'est facile de dire gaillardement, hein, alors toi, on ne veut pas de tel, on ne veut pas de tel. Non, ça ne marche pas. La question de la représentativité doit se poser. Et je l'ai dit dans beaucoup de mes discours en Guinée. Là où vous identifiez les conséquences du manque d'implication des personnes ressources, que ce soit les militaires ou les civils, ceux qui font la politique en Guinée ou ceux qui font les coups d'État ne sont pas aussi les plus brillants. Dans mon livre, je l'ai exposé. Et tout de suite, quand vous le mentionnez, on ne peut pas faire croire que c'est seulement les civils qui nous ont mis dans cette situation-là. Conté a eu un pouvoir militaire totalement pendant 24 ans. Vous associez les deux transitions, la Guinée a eu pendant 30 ans d'existence un pouvoir militaire. Le seul pouvoir en Guinée qui était typiquement civil, c'est celui du premier régime, les 26 ans. Parce que Sékou Touré avait décimé l'armée au profit de la milice populaire. Il n'a pas gouverné avec les militaires. Mais de 84 à nos jours, c'est soit un gouvernement totalement, un régime totalement militaire, mais un régime semi-militaire civil. Alpha Condé a géré dans un deal avec l'armée. Donc on ne peut pas nous sortir tout de suite pour nous dire « Ah, c'est vous les civils qui avez gâté la Guinée, c'est vous les militaires ». Non. Si on veut discuter des responsabilités, il faut qu'on se regarde dans les yeux, qu'on s'asseye, qu'on se dise clairement qu'est-ce qui a été fait. Tant que ce n'est pas comme ça, je refuse qu'un petit groupe se réunisse la nuit et le matin ils font des déclarations pour dire « ça c'est vous, ça c'est pas vous ». Non, c'est prétentieux. Lorsque tu veux faire ça, tu gères ta famille. Lorsque tu viens pour gérer le pays, tu dis ton avis, tu te tais. Les autres aussi vont dire ce qu'ils pensent. Tu ne peux pas venir imposer ton dictat aux gens. Et nous sommes dans un pays où ce n'est pas parce que tu portes des grades, des médaillons et une arme que tu vas... Parce que ce que tu peux faire, peut-être tu peux tuer quelqu'un, mais tu ne peux pas décider de son sort dans l'au-delà. Tu ne pourras même pas être plus grand que lui parce que tu l'as tué. Ceux qui ont assassiné Luther King, l'histoire des États-Unis ne retient pas d'eux des grandes personnes. Par contre, Luther King, c'est un héros. Donc il faut que les gens aient de la grandeur d'esprit. Et nous sommes en train de nous battre pour que cela arrive. Je crois que la question sur la transition, je ne vais pas trop m'élargir là-dessus parce que les organisateurs avaient dit, puisque le sujet c'était le livre, mais ça n'empêche qu'on parle, ça nous concerne, c'est la Guinée. Notre lecture en tant que parti politique de cette transition, c'est que nous avons dès le début manifesté beaucoup de volonté à contribuer à ce que les choses réussissent parce que c'est une situation de fait. Nous avons contribué par nos idées, nous avions été approchés pour participer directement, nous avons dit que nous n'étions pas intéressés parce que nous n'avons pas créé un parti politique pour une transition, nous avons créé un parti politique pour aller aux élections. Même si on va aux élections, on n'a qu'un maire, on mettra en profit ce maire pour dérouler notre projet de société. Si on a 10 députés, 20 députés, un président de la République, un parti se construit dans la durée. Il n'est pas fait aujourd'hui pour avoir tous les résultats demain. Nous sommes conscients de cela. Mais par contre, puisque la Guinée nous appartient tous, chaque fois que ça se pose pour la Guinée, si ça peut faire avancer les choses, on se met à disposition, on l'a fait. Malheureusement,
les opportunités qui existaient au départ ont été perdues parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est une évidence, la transition, son déroulement est en panne. Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, ce n'est pas ce qu'on a voulu. On voulait tous que le processus réussisse, mais les démons du passé sont en train de nous rattraper et le même tourbillon est en train de se recomposer. Au point où le monsieur en question, qui prétend tenir la barque, ne semble plus savoir dans quelle direction le tourbillon est en train de l'emporter. Et c'est très dommage pour notre pays. Nous sommes en train de travailler tous ensemble dans le cadre des forces vives auxquelles nous appartenons pour qu'au moins qu'on puisse rectifier cette trajectoire, qu'on essaye de voir dans quelle mesure on va rediriger les choses afin que notre pays ne connaisse pas les échecs du passé. Parce que chaque transition peut être une opportunité de rectifier le tir. C'est ce qu'on espérait, sur cela on était en train de travailler. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on a beau dire des discours, on a beau montrer des intentions, si la bonne foi n'est pas là, s'il n'y a pas la sincérité dans les actes qu'on a envie de faire, on finit toujours par ressortir son vrai visage. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Nous ne sommes plus un peuple où les simples discours peuvent nous tromper, on en a connu, et je crois que nous autres, les acteurs politiques, pour certains, ont fait preuve de sérénité et de responsabilité pour ne pas tomber, être engloutis dans la gestion de la transition. Je crois que sinon on n'aurait eu aucune alternative. Alors, je n'irai pas dans plus de détails par rapport à la situation de la transition. Je crois qu'il y avait une autre question. To develop, need to, provide human resources. Human resources mean, people who have like good train and from a system which give them like what they can use to work well, because in Guinea, if you check the administration, it's like how to call it, favoritism. Like people who there is depending on who there is not depending on what you can do. So having this kind of system, will be completely, the Guinea couldn't be developed by using through, those ways. That's why developing the system, the educational system, will be one of the priority that we have, and judicial system and the other ways, but mainly the governance system, which means a lot of different sectors, because having it is kind of making an impact because all their sectors are connected to the governance system. So I can say to conclude, to sum up what I'm saying is changing or rebuilding a new governance system will be my first priority as a president of Guinea. Thank you.